Dans la France des années 50, le dimanche d'ouverture de la chasse était un événement, pas seulement pour les chasseurs, pour toute la famille. Le grand-père se levait avant le jour, il vérifiait son fusil, il préparait ses cartouches, il chaussait ses bottes, il partait dans le noir avec son chien. Et les femmes savaient que selon ce qui reviendrait, un lièvre, des perdrix, un faisan, un lapin de Garenne, elles allaient cuisiner quelque chose qu'on n'avait pas mangé depuis l'hiver précédent, quelque chose qui ne venait pas du marché, quelque chose qui venait des champs, des bois, des haies, des marais, le gibier. Dans la France rurale des années 50, la chasse n'était pas un loisir de riches, c'était une façon de nourrir la famille. Le permis de chasser coûtait quelques francs, la poudre et les cartouches, ce que le grand-père pouvait se permettre. Et le gibier rapporté, le lièvre qui pesait 2,5 kg, les 3 perdrix grises, le faisan suspendu par les pattes à un crochet de la cave, nourrissait la table des dimanches de novembre jusqu'à la fermeture de la saison. Il y avait quelque chose dans cette cuisine du gibier que la cuisine ordinaire n'avait pas. Le goût du sauvage. Cette saveur forte, légèrement féreuse pour le lièvre, parfumée de baies de genièvre pour le chevreuil, délicate et sèche pour la perdrix, que nulle volaille d'élevage ne peut imiter. Et il y avait le savoir-faire. Ces techniques de marinade, de faisandage, de liaison au sang que le grand-père avait appris de son père et que son père avait appris du sien. Ces 12 recettes que nos grands-pères faisaient avec le gibier de leur chasse ont presque disparu des cuisines françaises. Parce que les grands-pères ne sont plus là. Parce que les enfants ne chassent plus comme ils chassaient. Parce que les supermarchés vendent du gibier d'élevage sous vide qui n'a pas le même goût. Cette vidéo, va dans les bois avec eux. Abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On y va. Le civet de lièvre au sang. Le lièvre était le gibier le plus chassé dans la France rurale des années 50. On en trouvait dans tous les champs, toutes les haies, tous les bords de route. Et le civet de lièvre était la recette qui attendait chaque lièvre rapporté. La plus ancienne, la plus respectée, la plus technique. La première chose qu'on faisait en vidant le lièvre était de recueillir son sang, dans un bol, avec quelques gouttes de vinaigre pour l'empêcher de coaguler. Ce sang allait servir à la fin. Pas au début. Le lièvre découpé en morceaux. La marinade, du vin rouge fort, les oignons, les carottes, l'ail, le bouquet garni, le poivre, les baies de genièvre. Le lièvre plongé dans cette marinade, 24 heures au frais. Le lendemain, on égouttait. On saisissait les morceaux dans la cocotte avec le lard. On flambait au cognac si on en avait. On mouillait avec la marinade filtrée. On couvrait. 2 heures à petit feu. Et en fin de cuisson, le geste qui fait le civet. On incorporait le sang. Hors du feu. En remuant pour que le sang nappe la sauce sans coaguler. Brusquement, la sauce changeait. Elle devenait brun foncé, presque noire, luisante, concentrée. Le terme civet vient de l'occitan-cive qui désignait les plats préparés avec des oignons. Mais c'est le sang qui fait le vrai civet. Sans liaison au sang, le civet de lièvre n'est qu'un ragoût ordinaire. Avec, c'est autre chose. C'est une des préparations les plus anciennes et les plus nobles de la cuisine française populaire. Le faisan rôti bardé de lard après faisandage. Le faisan était le gibier à plumes le plus prisé, mais il demandait une patience que les cuisines modernes ont perdue. Le faisandage. Cette pratique consistant à laisser reposer l'animal tué pendant plusieurs jours, suspendu par la tête dans un endroit frais et ventilé, non vidé, pour que les enzymes commencent à attendrir la chair et développer les arômes. Dans les années 50, on faisandait le faisan 5 à 7 jours selon les familles, certains plus longtemps. La règle empirique voulait qu'on attende que les plumes se détachent facilement du ventre. Après le faisandage, le faisan était vidé, plumé, bridé. On bardait le corps entier de tranches de lard gras solidement ficelées. Le lard allait protéger la chair sèche du faisan et l'arroser de graisse pendant la cuisson. Dans le four ou à la broche si le grand-père avait la cheminée pour ça. 30 à 40 minutes selon la taille de l'oiseau. On l'arrosait régulièrement avec son jus. Le faisan rôti après faisandage avait un goût que le faisan du commerce n'a pas. Cette profondeur de l'arôme développée par le repos. Ce parfum de gibier sauvage qui n'a rien d'animal ni de désagréable. Quelque chose de profond, de boisé, de complexe. On servait le faisan avec les pommes de terre sautées dans la graisse de cuisson. Et on ne jetait rien. La carcasse allait faire un bouillon de novembre. La perdrix au chou. La perdrix grise ou la perdrix rouge étaient les gibiers à plumes les plus communs dans les plaines françaises des années 50. Moins nobles que le faisan. Moins chères, mais savoureuses d'une façon différente. Plus délicate, plus fine. Et la recette qui les mettait le mieux en valeur était la plus simple du monde. La perdrix au chou. On habillait la perdrix, on la bridait, on la saisissait dans la cocotte avec le lard. Elle prenait couleur. Et puis le chou. Un gros chou, vert d'hiver, blanchi, découpé en quartiers, posé autour et dessus la perdrix dans la cocotte, avec les carottes, les oignons, le bouquet garni, les baies de genièvre, mouillé avec un peu de bouillon ou de vin blanc, couvercle fermé, 1h30 à feu très doux. Pendant ce temps, la perdrix cuisait dans la vapeur du chou, et le chou s'imprégnait des sucs de la perdrix. Ce partage de saveurs entre la chair de l'oiseau sauvage et la douceur du chou hivernal créait quelque chose qu'aucun des deux ingrédients ne pouvait donner seul.
La perdrix aux choux était le plat de novembre par excellence dans les familles qui chassaient dans les plaines céréalières. Pas un plat sophistiqué, un plat juste, un plat qui disait « L'automne est là, la chasse est ouverte et nous mangeons ce que le grand-père a rapporté ». Le lapin de Garenne en gibelotte. Le lapin de Garenne n'est pas le lapin du clapier. C'est un gibier. Plus petit, plus nerveux, la chair plus sombre, plus ferme, avec un goût que le lapin domestique n'a pas. Ce goût de sauvage, de terrier, d'herbe des champs et de thym. La myxomatose avait décimé les populations de lapins de Garenne en France entre 1952 et 1955, tuant entre 90 et 98% des animaux. Mais les populations avaient progressivement récupéré dans les années qui suivirent, et les chasseurs des années 50 continuaient à traquer le lapin de Garenne avec le furet ou avec les chiens courants. La gibelotte était la recette traditionnelle du lapin de Garenne. Un civet plus simple que le civet de lièvre, le lapin de Garenne découpé, saisi dans la cocotte avec le lard, mouillé de vin blanc, pas de vin rouge comme pour le lièvre, avec les champignons si on en avait trouvé, avec les oignons et les pommes de terre. 1 heure de cuisson, la giblotte de lapin de Garenne avait quelque chose que la giblotte de lapin de clapier n'avait pas. Ce petit supplément de sauvage, rit dans le goût, cette légère amertume de la chair qui avait couru, qui avait vécu dans les champs et les haies, et ce parfum particulier qui venait de ce que l'animal avait mangé. Les herbes, les racines, le trèfle des prés. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et laisse un pouce vers le haut. Ces saveurs du monde d'avant méritent d'être racontées. On continue. La daube de sanglier. Le sanglier était le gibier le plus redoutable à chasser et le plus long à cuisiner. Dans les années 50, le sanglier n'était pas aussi abondant qu'il l'est aujourd'hui. On en voyait dans les forêts du centre, du Périgord, des Ardennes, des Vosges, mais pas dans toutes les régions. Et quand le grand-père revenait d'une battue avec un sanglier, ou plus modestement avec un cuisseau ou une épaule qu'on lui avait donnée, c'était un événement. La chair du sanglier, surtout si l'animal était vieux, était dure et de goût puissant. Elle demandait une marinade longue, très longue, 48 heures dans le vin rouge avec les aromates, genièvre, thym, laurier, ail, carottes, oignons. Le temps nécessaire pour que le vin pénètre la fibre serrée de la viande sauvage, pour attendrir, pour parfumer. Après la marinade, la daube, les morceaux de sanglier saisis à feu vif dans la graisse, puis mouillés avec le vin de la marinade, et cuits à couvert, à feu très doux, pendant 3 heures, parfois 4. La daube de sanglier qui avait bien cuit était quelque chose de formidable. La viande, si dure avant, était devenue fondante. La sauce, réduite et concentrée, avait absorbé toute la puissance du gibier et les parfums de la marinade. On la servait avec les marrons bouillis ou les lentilles. Et on mangeait lentement, avec du pain et du vin rouge, parce que ce plat-là méritait qu'on prenne son temps. Le marcassin, le jeune sanglier de moins d'1 an, était une autre histoire. Sa chair, plus fine, plus tendre, moins puissante que celle du sanglier adulte, demandait moins de marinade. On pouvait le rôtir presque comme un cochon de lait. Les cuisses du marcassin au baies de genièvre étaient un plat que certains connaisseurs plaçaient au-dessus du chevreuil lui-même. Mais le marcassin était rare, on n'en voyait pas souvent. Et quand on en avait un, on savait que c'était le meilleur du gibier à poil. Le cuisseau de chevreuil sauce grand veneur. Le chevreuil était le grand gibier le plus présent dans les forêts françaises des années 50. Et le cuisseau, cette cuisse magnifique, dense et parfumée, était le morceau qu'on réservait pour les grandes occasions, les visites, Noël, les repas de chasse de fin de saison. La préparation commençait plusieurs jours à l'avance, le cuisseau piqué de lardons à l'aide d'une lardoire. Plongé dans la marinade de vin rouge avec les aromates, les baies de genièvre, le thym, 2 jours minimum. On le tournait matin et soir pour qu'il s'imprègne uniformément. Le jour de la cuisson, on l'égoutait, on l'épongeait. On le saisissait de tous côtés dans la cocotte avec un peu de graisse, puis au four à chaleur vive 1h30, en l'arrosant régulièrement. Et la sauce grand veneur. Cette sauce qui accompagne classiquement le grand gibier, le fond de la marinade réduit, la gelée de grosseille, la crème fraîche, un peu de poivre. Une sauce aigre-douce, légèrement sucrée par la gelée de groseille, relevée par le poivre et l'acidité du vin, qui contrastait parfaitement avec la chair puissante et légèrement sauvage du chevreuil. Le cuisseau de chevreuil sauce grand veneur était le plat de fête de la cuisine de chasse, celui qu'on ne mangeait qu'une fois par an, celui dont on se souvenait toute l'année. La terrine de gibier. La terrine de gibier était la grande préparation de conservation de la cuisine de chasse des années 50, celle qu'on faisait quand il y avait trop de gibier pour le cuisiner frais, ou quand les morceaux étaient trop vieux ou trop abîmés pour être rôtis, ou simplement parce qu'on aimait avoir des terrines dans la cave pour les mois qui suivaient la saison. Dans la terrine de gibier passait tout. Les morceaux de lièvre qui restaient du civet, les cuisses de perdrix trop sèches pour être rôties, les parures de sanglier, hachées ensemble avec du lard gras, du foie de volaille parfois pour lier, le cognac, les épices, 4 épices, thym, laurier, le sel, les œufs pour la tenue. On mélangeait tout, on remplissait la terrine en grès,
On posait les feuilles de laurier sur le dessus. On recouvrait de la crépine ou des barres de lard. On cuisait au bain-marie 2 heures. Et on attendait. 3 jours au minimum. La terrine de gibier avait ce goût complexe et profond que donne le mélange de plusieurs gibiers cuisinés ensemble. Aucun des ingrédients seuls n'aurait ce goût. Mais tous ensemble, dans la terrine, avec le cognac et les épices et les jours de repos, ils créaient quelque chose d'unique. On la découpait en tranches épaisses. On la mangeait avec les cornichons du jardin et le pain de campagne. Elle durait des semaines dans la cave et elle rappelait tout l'automne de chasse dans chaque tranche. La bécasse rôtie sur canapé. Si le lièvre est la reine des gibiers à poils, la bécasse est la reine des gibiers à plumes. Ce petit oiseau trapu, au long bec, qui vit dans les bois humides et se chasse à pied avec les chiens. Difficile à trouver, difficile à tirer. La bécasse est insaisissable parce qu'elle reste immobile sous les fougères jusqu'au dernier moment, puis s'envole en zigzagant entre les arbres. Et quand le grand-père en ramenait une ou deux, on savait que c'était un grand jour. La bécasse se cuisinait sans la vider. Les intestins restaient dans le corps pendant la cuisson. C'était la tradition. C'était ce qui lui donnait son goût particulier. On ne cuisait jamais une bécasse sans l'avoir faisandée quelques jours. On la bridait, on l'enveloppait de lard, on la mettait au four très chaud. 15 minutes seulement. La bécasse est une viande délicate qui ne supporte pas la cuisson longue. Et pendant ces 15 minutes, on préparait le canapé. Des tranches de pain de campagne grillées, sur lesquelles on étalait les intestins de la bécasse cuits dans leur jus, écrasés, assaisonnés. La bécasse était servie sur ces canapés. Les grands amateurs mangeaient l'oiseau entier. Les pattes, la tête, le cerveau dans la tête ouverte avec une cuillère. Tout. Ce plat n'existe plus dans les cuisines familiales. La bécasse est devenue rare, sa chasse est très réglementée, et la tradition de la cuisiner entière a choqué les générations qui ne chassaient plus. Pourtant, les grands gastronomes français, de Brillat-Savarin à Kurnonski, s'accordaient tous sur la bécasse comme le gibier le plus fin qui soit. Kurnonski, surnommé le prince des gastronomes au début du XXe siècle, la mettait au-dessus de tout. La bécasse sur canapé était sa définition du luxe à table. Pas le homard, pas le foie gras. La bécasse, cet oiseau qu'on trouvait dans les bois humides de toutes les régions de France, et que les grands-pères rapportaient dans leur gibecière à la fin de la journée. Les grives à la polenta. Dans le midi de la France, Provence, Languedoc, Corse, il y avait un gibier à plumes de petite taille que les chasseurs rapportaient par dizaines à la saison des migrations d'automne. La grive. Ces petits oiseaux de la taille d'un merle, qui passent en vol au-dessus des vignes et des oliviers en octobre et novembre sur leur route vers l'Afrique, on les chassait à la palangre, au collet tendu dans les genévriers, parfois au fusil, et on les cuisinait ensemble. 6 à 8 grives par personne, dans la cocotte avec le lard et le genièvre, rapidement saisis. Puis la polenta, cette bouillie de farine de maïs qui est l'accompagnement traditionnel du gibier dans le midi méditerranéen et en Corse. La polenta cuite dans l'eau salée, travaillée à la cuillère en bois jusqu'à ce qu'elle se détache des parois. Versée dans les assiettes creuses. Les grives disposées dessus avec le jus de cuisson. Les grives à la polenta étaient le plat d'automne du midi chasseur. Aujourd'hui, la chasse à la grive est très encadrée et contestée dans de nombreux départements. Et les générations nées après 1980 n'ont presque jamais mangé de grive. Ce petit oiseau parfumé de baies de genièvre et d'arbouze est devenu un souvenir pour les vieux chasseurs du midi. La soupe de carcasse de faisan. Rien ne se perdait dans la cuisine de chasse des années 50. Après qu'on avait rôti le faisan, après qu'on avait mangé la viande, il restait la carcasse. L'os de la poitrine, les vertèbres, les os des ailes, les petits morceaux de chair encore attachés. Et la carcasse du faisan faisait l'un des meilleurs bouillons de gibier qui soit. On la mettait dans la grande casserole avec l'eau froide, un oignon, une carotte, des baies de genièvre, du laurier, du thym. On portait à ébullition en écumant. Et on laissait frémir 1 heure. Le bouillon de carcasse de faisan était brun doré, parfumé d'une façon particulière. Ce goût de gibier rôti qui restait dans les os et qui passait dans le bouillon. On filtrait, on récupérait les morceaux de chair, on y cuisait des petites pâtes ou du riz. Ce bouillon de novembre, fait avec la carcasse du faisan du dimanche, était le repas du lundi soir. Chaud, profond, avec ce parfum de forêt et de bois mouillé qu'aucun bouillon de poulet ne peut reproduire. La soupe de carcasse de faisan n'existe que si on a tué et rôti un faisan soi-même. Ce n'est plus très souvent. Dans les familles de chasseurs des années 50, ce bouillon de carcasse de faisan ou de perdrix était le marqueur de novembre. Quand on le sentait sur le feu en rentrant du travail ou de l'école, on savait que le week-end avait été bon, que le grand-père avait tiré, que le gibier était dans la cave, et que l'hiver, cette fois, allait bien se passer. Le pâté de lièvre en croûte. Le pâté de lièvre en croûte était la préparation la plus élaborée de la cuisine de chasse des années 50. On ne le faisait pas souvent, mais quand on le faisait, c'était pour une grande occasion. Le lièvre désossé entièrement à la main, un travail qui prenait 1 heure.
la chair découpée en longues bandes, mélangée avec du lard haché, du cognac, les 4 épices, le sel, le poivre, les herbes, la pâte brisée étalée dans le moule à pâté long et haut, garnie par couches alternées de farce et de lanières de lièvre, la pâte repliée et soudée par-dessus, une cheminée ménagée dans la pâte pour laisser sortir la vapeur, cuit au four 2 heures, refroidi, et le lendemain on coulait de la gelée liquide par la cheminée pour remplir les espaces laissés par la rétractation de la viande. Le pâté de lièvre en croûte se coupait en tranches avec un couteau à lame fine, la pâte dorée, la garniture brune et rose, la gelée qui avait solidifié autour. Ce plat demandait 2 jours de travail, mais il se conservait 1 semaine, et chaque tranche était une fête. Il ne reste que quelques charcutiers artisanaux et quelques cuisiniers passionnés qui font encore le pâté de lièvre en croûte. C'est l'un des plats les plus beaux et les plus laborieux de toute la cuisine française. Et il disparaît. Le civet de Palombe. Dans le sud-ouest, les Pyrénées, le Pays basque, les Landes, il y avait une chasse qui n'existait nulle part ailleurs en France avec la même intensité. La chasse à la palombe, ce grand pigeon sauvage qui traverse les Pyrénées chaque automne en migration vers l'Espagne et l'Afrique. Des nuées entières, des milliers d'oiseaux qui passaient au-dessus des cols montagnards et des forêts de chênes, et les chasseurs qui les attendaient dans les palombières. Ces grandes structures en bois construites dans les chênes, certaines transmises de père en fils depuis des générations. Avec les appelants, ces pigeons dressés qui attiraient un les autres, avec les palettes blanches qu'on agitait pour guider les vols. La palombe capturée ou abattue allait directement dans la cocotte. Le civet de palombe était la préparation la plus courante, comme le civet de lièvre mais avec une chair plus douce, plus grasse, plus parfumée. Marinade au vin rouge avec les aromates, cuisson longue à feu doux, sauce liée aux abats de l'oiseau. Le civet de palombe était servi dans les palombières elles-mêmes, sur des grandes tables de bois installées dans les clairières, avec le vin du pays, avec les champignons cueillis le matin dans les bois, avec le pain de la boulangerie du bourg. Et cette convivialité particulière des repas de chasse, ces hommes qui avaient attendu ensemble, chassé ensemble, et maintenant mangeaient ensemble ce qu'ils avaient pris. La palombière elle-même était un monde. Ces cabanes dans les chênes, avec leur système de cordes pour agiter les appelants, avec leurs ouvertures sur les couloirs de vol, certaines avaient plus d'1 siècle. On les transmettait comme on transmettait une maison. Le fils héritait de la palombière du père. Et avec la palombière, il héritait des recettes, du civet, du salmi, de la façon de plumer et de vider rapidement les oiseaux, de la façon de garder la chair au frais pendant les longues journées d'attente. Cette transmission-là aussi a presque disparu. La chasse des années 50 n'était pas un loisir comme les autres. C'était un rapport au monde et à la nourriture qui a presque complètement disparu. Le grand-père qui se levait dans le noir, le chien qui frétillait devant la porte, le silence des champs d'automne. Et le retour avec quelque chose qui allait nourrir la table pendant plusieurs jours. Ces 12 recettes portent ce monde-là. La patience de la marinade de 48 heures, le geste de recueillir le sang du lièvre dans un bol, le faisandage du faisan suspendu dans la cave froide, la terrine qui attendait dans l'obscurité qu'on décide qu'elle était prête. Ce sont des actes de soin, des actes qui disaient que la bête tuée méritait le respect et le travail qu'on lui consacrait. Dis-moi dans les commentaires si ton grand-père chassait, ce qu'il rapportait, ce que ta grand-mère en faisait. Un pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu et abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À la prochaine.